Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgle, c'est Brax. Nouveau retour de tournoi, donc le vidéo d'intro du tournoi Asgard Christmas Batch numéro 3. Le dernier tournoi de l'année 2018 pour moi, qui s'est déroulé à Rouen les 15 et 16 décembre. L'Asgard Christmas Batch se situe dans la boutique d'Asgard, donc à Rouen, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je le redis, hein, c'est une très bonne boutique, très bien accueillie, il y a beaucoup de choix, la boutique est très belle, les tables sont top, il y a beaucoup de jeux différents, il y a pas mal de choses d'organiser régulièrement par l'équipe de la boutique, donc voilà, je vous la conseille plus que vivement. C'est vraiment un très bon endroit à Rouen. Et donc nous étions réunis pour un tournoi de 24 personnes, avec 5 parties classiques, 3 le samedi, 2 le dimanche. Le système d'appariement est le système Triskel. Alors le système Triskel, pour ceux qui ne connaissent pas, à partir de la deuxième ronde, l'organisateur va mettre en place le classement actuel, et le dernier va pouvoir défier, alors ça change selon le nombre de participants, mais les personnes qui sont jusqu'à 3, 4, 5 places au-dessus de lui. Bien sûr, il ne peut pas défier quelqu'un qu'il a déjà affronté, donc à chaque fois ça se décale. Donc ça lui permet, vu qu'on connaît le scénario avant de lancer les défis Triskel, ça permet de choisir son adversaire selon le livre d'armes qu'il joue, mais aussi selon sa liste, puisque les listes seront postées avant, d'ailleurs quand j'enregistre cette vidéo, donc c'est avant le tournoi. Les listes sont déjà disponibles. Donc on a une bonne semaine pour les étudier, et donc se faire un petit peu, disons, même si on affronte quelqu'un qui techniquement a l'air d'être meilleur vu qu'il est mieux placé, mais peut-être qu'il a eu des matchs plus faciles, permettre de choisir, voilà, et surtout d'esquiver peut-être une liste ou deux qui sont vraiment complètement fumées par rapport à votre liste personnelle. Donc les scénarios sont connus à l'avance. Il y a un scénario un peu spécial qui est le scénario de Noël. Donc Seven, l'organisateur, aime bien pour le tournoi de Noël rajouter ce côté un peu, on va dire, détente, qui est voilà, donc il y a un scénario un petit peu spécial. Et pour la deuxième fois, j'ai le plaisir de l'avoir écrit. Donc voilà, donc ceux qui n'ont pas apprécié ce scénario, c'est de ma faute, désolé. Donc ce sera un scénario de Noël, je vous en parlerai un peu plus en détail quand on y viendra pour le rapport de bataille. Quant au déploiement, les déploiements sont dépendants des tables. En fait, Seven alloue un déploiement spécifique à chaque table, et quand les défis sont lancés, il voit sur quelle table les deux joueurs ont joué, et il essaye toujours de faire en sorte qu'on joue sur une table différente. On ne connaît pas encore le déploiement en fait quand on lance le défi. On sait le scénario mais pas le déploiement, donc ça permet d'un peu de... Je sais pas si ça permet d'équilibrer, mais bon, il reste quand même une petite inconnue quand on lance le défi. Donc pour moi, la liste. Alors la liste que je vais jouer, en fait, c'est la même que celui du MST3, si vous avez vu les vidéos. Je me suis rendu compte que dans la vidéo de conclusion, enfin du dimanche et de conclusion, je me suis pas arrêté sur les changements que j'avais fait depuis la liste du doc, et voilà, je vous ai pas donné vraiment de retour sur la liste en elle-même. Donc je vais le faire là, pendant l'intro, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tournoi n'est pas encore passé quand j'enregistre cette vidéo, donc ça se trouve, je vais vous dire des choses qui me plaisent ou qui me déplaisent, et qui seront complètement caduques une fois que le tournoi d'Asgard sera terminé. Alors, mon armée est dirigée par un roi, un king sur Warthrone, avec un shield, donc ça jusque-là, le basique. Il a sa force 6 à P3, il fait son D3 points de vie, il a une 5+1 vue, qui passe à 4+, quand il peut utiliser son bouclier de face, donc, c'est la règle Shield Wall. Il a la rune de Mining. Alors, la rune de Mining, justement, ça c'est une des choses sur lesquelles je ne suis pas revenu dans ma vidéo de conclusion du tournoi précédent. Donc qui permet, je rappelle, au début de la partie, après le choix du côté, vous choisissez un décor sur le terrain, sur la table, et vous le traitez comme un open terrain pour ce qui est des mouvements et des marches forcées uniquement. Ça ne marche pas pour les charges. Si vous choisissez un infranchissable, vous pouvez le traverser en fait. Par contre, vous ne pouvez pas charger à travers. Ce sera un petit peu trop fort.
Attention, pour un infranchissable et pour un building, sachant que les buildings maintenant sont vraiment joués comme des infranchissables d'une taille différente, exactement les mêmes règles, vous devez toujours vous retrouver à 1 pouce une fois que vous avez fini votre mouvement, et sachant que vous commencez à 1 pouce, puisque c'est un décor dans lequel vous pouvez pas vous poser, ça limite pas mal quand même. Ça permet par exemple aux volants de passer au-dessus d'un infrant, mais bon, vu qu'ils volent, on s'en fiche, enfin voilà, et que au final, par rapport à un infrant, ça change pas grand-chose. Par contre, quand vous choisissez un lac, par exemple, vous faites une marche forcée dans un lac, vous ne ferez pas de terrain dangereux. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, ça l'est souvent. Mais parfois, surtout en gros, hein, vu la liste, quand vous avez une ruine, quand vous avez un lac, ou même une forêt qui est un peu centrale, bah vu que je vire le côté terrain dangereux pour les mouvements, ça me permet d'aller me positionner dedans, via les avant-gardes, via des marches forcées pendant la partie. S'il y a un objectif qui est dedans, c'est un peu plus simple aussi pour y aller. Enfin voilà, je rappelle que c'est 20 points, que de toute façon j'ai besoin de la prendre pour éviter d'avoir un doublon en termes de talisman runique avec ma BSB. Donc de toute façon, je suis obligé entre guillemets, je suis obligé de la prendre, puisque l'autre rune à 20 points pour les talismans, ça me permet d'être scout et en bouche, donc aucun intérêt pour mon armée, et en plus, le roi sur trône ne peut pas la prendre. Donc voilà, bien mining, je suis obligé de la prendre, autant l'utiliser. Je crée pas de stratégie dessus, mais dans quelques parties, ça m'a déjà, quand vous avez pu voir dans le MST3, ça m'a permis de faire quelques petites choses sympathiques. Donc c'est pas déconnant. Après, il faut bien choisir son décor. En règle générale, disons que même si je choisis pas le décor le plus adéquat, c'est pas ça qui me fera perdre la partie. Et à contrario, si je choisis vraiment le bon décor qui m'aurait bien embêté dans la partie, je ne pense pas que c'est ça qui va me faire gagner. Ça m'ouvre juste quelques options. Évidemment, si ça avait été open terrain tout le temps, c'est-à-dire même pendant les charges et les poursuites, là c'est autre chose, parce que bon, j'ai fait une partie récemment contre un elfe sylvain, j'ai perdu pas mal de plumes dans une forêt quand même, hein. Donc à force de poursuivre, de charger, poursuivre, etc. J'ai perdu l'équivalent de gardien quasiment, avec beaucoup de racines dans cette forêt. Donc voilà, donc le roi classique, qui va rapporter donc 3 N à toute son armée, qui va avoir sa commanding présence, donc à 10 de discipline sur 18 pouces, donc ça permet parfois de sauver un peu les miches des unités, même si dans ma configuration de liste, en fait, ça fonctionne vraiment que pour ma petite unité de barbe grise, puisque la Destar, bah, le roi est dedans, donc il a porté, évidemment, il donne son commandement, ça, il n'y a pas de souci, et les gardiens ont 10 de co. C'est dedans, c'est compris dedans, on prend, on est content. La Tan Bisbee, donc classique, hein, avec son bouclier, donc ça lui fait une 3+ de sauvegarde. Il a la même invulnérable que son roi, donc une 5+ qui passe à 4+ quand il est de face, grâce à la règle Shield Wall, et l'étendard, donc le Runic Standard of Shielding, qui donne donc une 5+1 vue contre les Shooting Attack. Bon bah cet étendard, je le testais vraiment bien là, mais au MST je suis pas tombé sur beaucoup d'attaques de tir, mais quand vous avez une 5+1 vue contre un tir de roue dans vos gardiens, et bah le seul 5 que vous ferez dans la partie, c'est toujours un D3 PV en moins. Donc on est content, hein. Clairement, faut pas... Voilà, c'est clairement un étendard. Il coûte 80 points, hein, donc il coûte ce qu'il coûte. Il fonctionne pas contre les blasts, évidemment, mais ça reste quand même très bien. Faut pas oublier que moi je joue paquet, donc les tirs de catapulte, entre l'endu 4, la sauvegarde à 4+, et maintenant la 5+ invue, bah même les tirs de kata, ça fait plus grand chose, je suis plus obligé de me mettre en ligne, ce qui peut être dangereux pour une phase de charge après, etc. etc. Donc non, je suis plutôt content de cet étendard, qui coûte, donc comme je l'ai dit, 80 points, qui prend beaucoup de points sur le TAN, ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup d'objets à côté, mais en même temps, voilà, il est tanky, il est là pour donner sa relance. Bon, il fera ses 3 attaques force 4, hein, au corps à corps, il n'est pas là pour faire des miracles, mais voilà, il donne sa relance, il donne la 5+1 vue au tir, ça reste un gars qui a résilience 5, 3+ de sauvegarde, 4+1 vue de face, donc il n'est pas non plus facile à tomber. Je suis plutôt content de ce build pour le moment, à voir après si en effet, est-ce que les 80 points investis dedans valent le coup, face par exemple à l'utilisation d'une rune, voire de deux, en économisant des points ailleurs,
de souffle. Ça, c'est la question que je suis en train de me poser. Est-ce que je reprends les souffles avec lesquels j'ai toujours eu des résultats plus que mitigés? Le troisième personnage de cette armée, c'est un Runic Smith, donc, je rappelle, qui donne tout de suite le +1 en AP et le +1 en RM, enfin la RM1, dans le pack où il se trouve, ce qui fait que les barbes grises qui ont force 4 AP1 passent à force 4 AP2 et donc à force 5 AP3 en charge, hein, faut pas oublier ça. En charge, le roi, avec la présence du Runic Smith, il a force 7 AP5, ça fait voler beaucoup de choses, donc ce bonus d'AP et cette RM1 se suffisent à eux-mêmes, mais évidemment le Runic Smith, on lui paye ses 3 sorts, donc qu'il lance à 12 pouces, et les 2 runes of Mastery, ainsi qu'un shield. Alors, bon, le shield, évidemment, c'est pour avoir la shield wall, hein, ça n'a pas de problème, et puis d'avoir une 3+ de sauvegarde aussi, c'est toujours bien, parce que lui, il n'a que résilience 4, donc il est un peu plus faible, c'est le plus faible des personnages que je joue, forcément. Il est à mon sens nécessaire. Les runes of Mastery. Alors, pour rappel, on utilise une rune of Mastery quand on lance un sort runique, et la valeur de dissipation, qui normalement est de 5 quand on sacrifie 2 dés, et 8 quand on en sacrifie 3, passe à +2, donc à 7 ou à 10. J'en suis très content de ces runes. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'intro du MST3, c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, je pense, pour bien l'utiliser, pour savoir quand l'utiliser, etc. Mais, comme vous avez pu voir notamment sur la dernière partie avec Cheveux, du MST3, il garde un dé pour pouvoir dissiper ma dernière rune que je vais lancer à 2 dés. Donc 2 dés, je rappelle que c'est 5 pour être dissipé, donc une chance sur 3 de le dissiper avec un dé, hein, malgré tout. Et là, la rune de Mastery, ça passe à 7, sans bonus de dissipation, le dé qu'il a gardé est perdu. Le dé qu'il a gardé, qui aurait permis de mieux dissiper le sort d'avant. Donc au final, vous proposez des choses, voilà. Et puis ça permet aussi d'avoir un sort à 10, hein, en valeur de dissipation. Si c'est le sort que ne veut pas vous laisser passer votre adversaire, il va devoir cramer parfois un dé de plus, parce que faire 8 à 3D, ok. Faire 10 à 3D, ah, c'est un peu plus tendu, hein. C'est la moyenne, quoi. C'est un 4 et 2, 3, quoi. Donc, on peut le tenter, mais est-ce qu'on est sûr? Parce que ça fait 3D de dissipation en moins, plus le sort qui passe. On rappelle que les sorts des nains, ce ne sont que des boosts, quasiment. Et s'il y en a un qui passe sur les unités type gardien ou des stars, déjà que l'unité de base, elle est un peu embêtante à affronter, mais en plus, si elle est boostée avec un sort, hein, vous savez très bien, ça devient très compliqué. Voilà, donc je pense que la rune de Mastery, c'est un bon choix. Est-ce que c'est un bon choix d'en avoir 2? Je dirais que oui, hein, c'est un bon choix quand on en a une, c'est un bon choix d'en avoir 2. J'avoue que si je pouvais avoir 25 points de plus, j'en prendrais une 3e, vraiment pour pousser le truc jusqu'au bout. Mais 2, c'est bien. En plus, j'ai un Runic Smith qui est pas trop cher, parce que d'habitude, on lui payait, enfin, d'habitude, avant, je lui payais la Devouring, la Grounding, c'était 120 points de rune. Là, il y a 50 points de rune, donc voilà, il coûte 70 points de moins. Sachant que quand on arrive au corps à corps, quand vous arrivez dans la Death Star, il est clair que c'est lui qu'il faut taper, hein, parce que vous enlevez de la magie, vous enlevez de la RM, vous enlevez de l'AP. Il a que résilience 4, 3+ de sauvegarde, 6+ d'invue, 5+ si vous l'avez chargé. Donc c'est pas... il n'est pas ouf non plus, hein. Enfin, il est pas intuable, hein. Donc pour le Runic Smith, moi j'en suis très content. C'est vrai que par contre, à vous de ne plus avoir de vraiment d'anti-magie, avec la Devouring, la Grounding, etc. Pour la Dénial, que j'ai jamais joué encore, mais c'est vrai qu'on on a nos dés de dissipation, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est à voir, est-ce que l'agression, entre guillemets, via la magie que permet les runes de Mastery, valent une défense un peu moins forte sur la magie adverse. Je vais continuer à le jouer comme ça, mon Runic Smith, et je pense que je ferai le point notamment après le tournoi d'Asgard. L'Anvil of Power, évidemment. Alors, on m'a dit, oui, l'Anvil of Power, tu donnes des points parce qu'elle est un peu toute seule derrière, etc. Alors, certes, mais d'une, il faut envoyer de la ressource pour aller la tuer, hein. Je rappelle que c'est 5 points de vie, qu'elle a une 4+, 5+ invue, qu'elle a une RM de 2, qu'elle est unbreakable, et qu'elle a 3 points force 4 AP1, hein, mine de. C'est pas la machine de guerre facile à tomber en 2 secondes 5, quoi. Hein. Donc, oui, on donne des points, mais c'est que 185 points, elle fait ses sorts à 36 pouces,
rappelle que les sorts n'ont pas besoin de ligne de vue, donc vous pouvez la planquer n'importe où. On peut la déployer dans une forêt, dans une ruine, comme toute machine de guerre, pour pouvoir la protéger nativement. Je rappelle aussi que la magie naine trouve tout son essor quand vous pouvez avoir des doublons, puisque ce sont que des bonnes spells. Alors l'autre façon d'avoir des doublons, ce serait d'avoir un deuxième Runic Smith, sauf qu'un Runic Smith tout nu, donc sans bouclier et sans sort surtout, attention, c'est 170 points. Donc déjà on est à 15 points de moins qu'une Landeville, on n'a pas de sort, on n'a pas d'équipement, on n'a même pas le bouclier. Donc évidemment, la Landeville en plus est bon marché, tant qu'elle est à 185 points, pour moi je me pose pas de question sur la présence ou non d'un deuxième Runic Smith à sa place. Pour l'instant c'est non. En plus, les Runic Smith ne se cumulent plus pour la paix, depuis la version 2, je crois. Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt d'avoir deux Runic Smith dans le même régiment. Je vais pas mettre un Runic Smith dans les gardiens, ça n'a pas vraiment de sens. Puis dans l'unité de 15 Barbe Grise, vu qu'elle c'est l'unité la plus fragile de mon armée, si elle vient à mourir, ce serait dommage de donner plus de 200 points en plus parce qu'il y avait un Runic Smith dedans. Donc pour l'instant, aucun intérêt d'avoir un deuxième Runic Smith, et Landeville fait très très bien le travail. Moi j'en suis très content. Les bases, elles n'ont pas changé non plus, de toute façon oui, la liste n'a pas changé, donc les bases non plus. Le test c'était sur les 30 Barbes Grises qui ont état-major complet bouclier, c'était le Runic étendard of Sweetness. Alors, ce qu'il a en avant-garde, c'est très fort, parce que quand vous avez votre Death Star qui fait l'avant-garde, même si elle est toute seule à faire l'avant-garde, vous avez le truc qui est pas imbutable, mais qui... L'adversaire, il est pas joyeux de voir ça, qui vient de faire 12 pouces gratuitement, comme ça au début de la partie. Avec le roi, le Runic Smith qui est dedans, donc qui peut donner ses sorts tout de suite sur l'unité, la BSB, enfin bon, c'est la Holstone, j'ai oublié de le dire, mais oui, le roi, la Holstone, évidemment. Même s'il lance toute son armée dessus, la Holstone, je peux tenir un tour, et après il y a les gardiens qui arrivent. C'est compliqué. C'est très compliqué, donc moi j'en suis très très content. Évidemment, petit bémol, tout petit, vu que j'ai plus la bannière de off-speed, je reste à 3 de mouvement. On agresse un peu moins. On se dit comme ça que 1 pouce de mouvement, c'est peu, mais finalement, sur les distances de charge, vous chargez à 15, donc l'adversaire il se met à 16, avec la bannière de rapidité, il se met à 17 s'il veut pas être chargé. Donc c'est toujours un pouce de gagner, enfin voilà. Ouais, non, évidemment, si je pouvais mettre les deux, je le ferais, mais voilà, il y a quand même deux outils. Vu que j'ai plus la bannière de off-speed, je reste à 3 de mouvement. On agresse un peu moins. On se dit comme ça que 1 pouce de mouvement, c'est peu, mais finalement, sur les distances de charge, vous chargez à 15, donc l'adversaire il se met à 16, avec la bannière de rapidité, il se met à 17 s'il veut pas être chargé. Donc c'est toujours un pouce de gagner, enfin voilà. Ouais, non, évidemment, si je pouvais mettre les deux, je le ferais, mais voilà, il y a quand même il y a deux étendards, un à 80, un à 60 dans l'unité. On va pas trop en demander non plus, mais faut pas être trop gourmand. L'unité de 15 Barbes Grises, état-major sans le champion, et la bannière of the Relentless Company. Alors, c'est l'unité de scoring. La bannière, elle est très bien trouvée, parce que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, le mouvement de 15 pouces, en plus, ça lui permet de partir quand je commence à avoir des unités ennemies qui contournent mes gros blocs pour se dire, tiens, je vais essayer de prendre les 385 points de cette petite unité, et je peux faire 15 pouces, sortir d'un arc de charge, ce genre de choses, ou alors aller scorer très vite. L'absence d'anti-chaff que j'ai dans mon armée, peut-être. À voir, est-ce que ce serait une modification de la liste intéressante? Pourquoi pas. Pour l'instant, je suis très content des 15 Barbes Grises, donc je verrai plus tard, pour peut-être modifier encore une fois mes bases. Et puis on finit avec les 2x8 All Guardian, état-major complet, avec Banner of Speed. Donc ça, j'en suis très content. La bannière de rapidité donne le fameux +1 pour avoir le mouvement 6, donc récupérer le mouvement de la plupart des infanteries de taille 2, enfin de ex-infanterie monstrueuse, comme les ogres. C'est surtout en comparaison des ogres, en fait, je récupère ce pouce, donc j'agresse de la même façon. Leur capacité à pouvoir prendre avant-garde, alors certes, ils ne sont plus que force 5 AP2, mais contre des elfes, par exemple, pour l'avoir testé récemment encore une fois contre l'elfe Sylvain, c'est la première fois que je le testais, le full avant-garde, quand vous avez les 3 packs qui peuvent faire les 12 pouces, même si c'est un peu moins, parce qu'il y a les avant-gardes adverses qui bloquent un peu, les scouts, etc., mais
Dans l'idée, vous avez ça, vous avez le tour 1, et les gardiens, ils refont 12 pouces. L'unité, la Death-Star, elle fait 9 pouces. Vous vous retrouvez, mais vraiment devant l'armée adverse, qui a le choix entre vous charger, mais pas en combo de charge comme il voudrait faire, sans rediriger une autre unité pour éviter qu'elle vienne à votre tour 2 aider, etc. Ou alors, il faut qu'il se carapate, mais il faut pouvoir se carapater. Donc voilà, c'est très fort. La force 6 à P3, évidemment, c'est l'option qui fonctionne tout le temps, en fait. Hein, je veux dire, dès que vous affrontez de l'an du 4, vous êtes content. Donc c'est assez commun, en fait, comme affrontement. Et puis, l'option d'avoir le plus 2 en agilité, que je n'ai encore pas fait. Je n'ai pas encore testé cette option, et je ne pense pas que je le ferai, parce que, honnêtement, j'en vois franchement pas l'intérêt. Ça reste mon unité préférée, c'est mon unité chouchou, c'est ma marque d'avoir les 2x8 gardiens. Donc voilà. Donc en gros, une liste. Alors, Matt CD avait laissé un commentaire sur ma dernière vidéo. D'ailleurs, je te remercie, Matt, j'y ai pas répondu, mais je répondrai. Oui, évidemment, je n'ai pas de chaff et je n'ai pas d'anti-chaff. Donc j'ai pas de redirection, j'ai pas d'anti-redirection. C'est pas le but en soi de l'armée, mais c'est un parti pris. C'est un parti pris. Après, c'est à moi d'apprendre à, bah voilà, j'ai la redirection, qu'est-ce que je fais? Et il s'avère qu'en fait, il faut que je le prenne, la redirection, parce que la redirection, c'est quoi? En fait, ça va, contre mon armée, c'est que ça va temporiser, ça va empêcher de charger une unité intéressante avant. Mais dans la plupart du temps, en fait, la redirection, quand vous l'utilisez, ça vous permet, après, vous, de caser une charge que votre adversaire n'aurait pas voulu. Or, moi, il y a peu de choses, il y a peu de charges que je ne veux pas, parce que, 1, je veux être au corps à corps, et de 2, j'ai quand même des 3 blocs qui sont compliqués à prendre. Donc, évidemment, c'est pas... ils sont pas immortels. Hein. Mais en règle générale, si je prends le chaff, bah, j'ai juste perdu entre guillemets un tour, mais bon, je me suis débarrassé de redirecteur qui pourrait peut-être m'embêter plus tard, et puis bah, j'ai pris quelques points. Donc voilà, c'est à moi d'apprendre à utiliser ma liste contre la redirection adverse, vu que j'ai pas les armes habituelles pour combattre la redirection. Ok, donc bah, comme d'habitude, 3 objectifs. Allez, cette fois, pour la fin d'année, j'essaye de passer un step au-dessus. J'essaye d'avoir une moyenne de 12. Je l'ai presque atteinte au MST3, à un point près. J'ai fini à 11,8 de moyenne. Donc cette fois, je vise le 12, en espérant même faire mieux, hein, bien sûr, mais voilà. Bon, cette fois, je vise le 12. Je vise une seule défaite, maximum. Évidemment, hein, si je pouvais ne pas en faire, j'en ferais pas. Et le prix de peinture, sachant que le prix de peinture, ça va être très compliqué, parce que je sais déjà qu'il y a de très belles armées qui vont arriver, notamment celle de Renato, donc de Kermit, avec ses Undying Dynasty. Il y a celle de Tuttle avec ses Sylvan Elves. Et bien sûr, l'armée que je vais affronter en première ronde, puisque j'ai été défié, celle de Cheveux, que vous avez déjà vu en dernière ronde du MST3, donc avec ses Verminsords. C'est 3 objectifs que j'espère remplir malgré tout pour cette fin d'année. Très, très impatient d'arriver à ce tournoi, où je vais donc commencer contre Cheveux qui m'avait défié, et on sera sur Breakthrough. Donc voilà, très vite je vais sortir les vidéos pour vous raconter ce dernier tournoi. Merci de me suivre, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, vous faites sonner la cloche pour avoir les notifications, likez pour le référencement de la vidéo sur internet, et n'hésitez pas à aller sur Facebook pour voir toutes les nouveautés. En 2019 il y aura pas mal de nouveautés pour le clan Nurgle-Sun, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, laissez vos commentaires, vos avis, vos critiques, moi je lis tout. Comme d'habitude, hein, je le dis, hein, les critiques, je les lis, et je les suis pas forcément, hein, comme les conseils, mais en tout cas, je les lis pour les avoir dans la tête, et de toute façon, ça fait plaisir d'avoir des retours, quels qu'ils soient. Donc, je vous souhaite à tous un bon visionnage pour cette fin d'année en termes de tournoi, et je vous dis à très vite pour les parties du samedi. 7 putréfactions sur vous.